Bonjour, aujourd'hui on va voir le chapitre 11 du CCNA 1, la conception d'un réseau de petite taille. Le plan de la présentation, on va commencer par la conception des réseaux. On va voir ensuite les périphériques d'un petit réseau, les applications protocole des réseaux de petite taille. On va voir ensuite l'évolution vers un plus grand réseau, donc comment gérer ça. Ensuite, on va s'en aller vers la sécurité des réseaux. On va commencer par les menaces puis les failles de sécurité. On va ensuite voir les attaques de réseau. On va poursuivre avec les méthodes pour réduire les risques des attaques. On va terminer avec la sécurité des appareils, la conception de réseau. Puisque la majorité des entreprises sont des petites entreprises, la majorité des réseaux sont aussi de petite taille. Sur la figure, on peut voir un réseau commun dans une entreprise. La conception d'un petit réseau comme celui qui est illustré, ça comprend souvent un seul routeur, un ou plusieurs commutateurs. Ils peuvent également comprendre des points d'accès sans fil, des téléphones IP. Ça peut aussi inclure des éléments de sécurité comme des caméras IP, des contrôleurs de porte, d'autres choses de contrôle de ce type-là. La connexion Internet comporte généralement une connexion via câble, DSL ou fibre. Les compétences requises pour gérer un réseau de petite taille, c'est en fait les mêmes que celles qui sont requises pour gérer un réseau de grande taille. Les tâches principales sont la maintenance puis le dépannage du matériel qui est existant, mais aussi la sécurité des périphériques et des informations qui circulent sur le réseau. Selon la taille de l'entreprise et du réseau, la gestion se fait à l'interne ou à l'externe par un sous-traitant. Peu importe la taille d'un réseau, il faut toujours bien planifier la conception. La planification, ça vise à s'assurer que les besoins actuels et futurs sont et seront rencontrés, tout en respectant le budget qui nous est alloué et les contraintes spécifiques à l'organisation. Un des premiers éléments à prendre en compte dans la planification, c'est le type de périphérique intermédiaire qui sera utilisé. De tous les facteurs, le principal est sans doute le coût. Naturellement, le coût d'un commutateur ou d'un routeur varie en fonction de ses fonctions et de sa capacité. Par capacité, on fait référence au nombre et au type de ports ainsi qu'à leur vitesse. Par fonction, on réfère aux technologies de sécurité intégrées et aux technologies de commutation avancées qui sont inclus dans l'équipement. Le coût des câblages doit aussi être pris en compte. Un autre élément qui peut augmenter le coût, c'est le besoin d'avoir une redondance. Le choix du nombre et du type de port est un autre facteur décisif dans la planification. Les ordinateurs récents ont généralement des ports gigabits. Certains serveurs et ordinateurs ont même des cartes qui supportent jusqu'à 10 gigabits par seconde. C'est important de faire un choix en considérant les besoins actuels, mais aussi ceux qui sont dans un avenir rapproché. Donc, par exemple, si on fait l'achat d'un commutateur qui ne supporte pas le gigabit, ça peut sembler un bon choix si le parc informatique actuel de l'organisation comprend uniquement des stations à 100 mégabits. Mais ce choix pourrait causer des troubles assez rapidement si le parc informatique est renouvelé, car la plupart des ports qui sont sur les nouveaux ordinateurs supportent les gigabits. Donc ici, on limiterait les performances du réseau par l'équipement qu'on avait choisi précédemment. Le même principe s'applique aussi au nombre de ports, donc se limiter au nombre de ports en fonction du nombre de stations qu'on a actuellement dans notre parc informatique, ça pourrait provoquer l'ajout de commutateurs supplémentaires, alors qu'on aurait pu simplement acheter un commutateur avec plus de ports. Les périphériques réseau sont proposés selon deux configurations physiques, fixes et modulaires. Donc, les configurations fixes possèdent un nombre de ports et de types de ports ou d'interfaces qui sont spécifiques. Les périphériques modulaires ont des espaces pour ajouter des extensions, donc ce qui va nous permettre de modifier ou d'ajouter des interfaces en fonction de l'évolution des besoins de notre réseau. Selon la version du système d'exploitation, un périphérique réseau peut prendre en charge des fonctionnalités comme la sécurité, la qualité de service, la voix sur IP, la commutation de couche 3, la traduction d'adresses de réseau, ce qu'on appelle NAT, puis l'attribution dynamique des adresses, DHCP.
Chacun des autres d'un réseau doit avoir une adresse IP unique. Une bonne planification de l'adressage IP s'impose, tout comme une documentation à jour. Le modèle d'adressage peut varier en fonction du type de périphérique. Par exemple, les périphériques finaux des utilisateurs, les serveurs, les périphériques intermédiaires, les autres accessibles depuis Internet auront probablement des modèles IP différents. Avec une bonne planification et une documentation adéquate, l'administrateur réseau peut facilement identifier les types de périphériques. Par exemple, si le serveur utilise la plage d'adresse 50 à 100, il devient facile d'identifier le trafic des serveurs à partir de l'adresse IP qui est observée dans Wireshark ou un autre type d'analyseur de protocole. Il y a d'autres avantages à utiliser un schéma d'adressage IP déterministe. Donc, un des principaux est au niveau de la sécurité et de l'accessibilité des périphériques. Un exemple facile, c'est le serveur. Si un serveur reçoit une adresse aléatoire, le blocage de l'accès à l'adresse est quasiment impossible, puis les clients risquent de ne pas être en mesure de localiser la ressource. Ils vont chercher l'adresse IP. Un autre aspect important de la conception d'un réseau, c'est la fiabilité. Le réseau est au cœur des opérations des entreprises, petites ou grandes. Donc, les pannes sur un réseau, même petites, peuvent avoir des impacts financiers importants pour l'entreprise. La redondance est une composante importante de la fiabilité des réseaux. La redondance doit idéalement être pensée lors de la conception du réseau. Si c'est bien pensé, la redondance permet de minimiser les points de défaillance du réseau. Un premier type de redondance, c'est de doubler les équipements comme les serveurs, les routeurs ou les commutateurs. Un autre type, ça pourrait être de doubler les liaisons entre les équipements. Sur la figure, on peut voir quatre types de redondance. Serveur, commutateur, routeur et même les liaisons sont redondantes. Dans le cas d'une panne d'un serveur, un des deux autres va continuer d'offrir le service. Donc, si une switch tombe en panne, l'autre permet d'avoir un chemin alternatif. Bref, le réseau va continuer à fonctionner malgré la panne d'un des équipements, même dans le cas où il va y avoir une liaison qui tombe. Une autre redondance importante serait d'avoir un second fournisseur d'accès Internet. Dans le cas d'une panne ou de perturbation, comme par exemple un conflit avec l'employeur, un des deux fournisseurs d'accès Internet demeure fonctionnel pour l'entreprise et les activités vont continuer. Au pire, les activités vont être ralenties parce que naturellement, la bande passante pourrait être réduite. C'est toujours important aussi de vérifier l'indépendance des fournisseurs Internet. Certains fournisseurs sont en fait des revendeurs de services. Donc, vous pourriez vous ramasser avec deux fournisseurs qui sont sur la même infrastructure, ce qui comporte absolument aucun avantage au niveau de la redondance. Vous pourriez aussi prévoir une redondance technologique, comme par exemple l'utilisation de la fibre, du câble, mais aussi d'un lien satellite. Donc, en cas de verglas, les satellites, habituellement, ça continue à fonctionner. C'est important de tenir compte du type de trafic et le mode de traitement lors de la conception du réseau. Donc, dans un réseau de petite taille, les routeurs et les commutateurs doivent être configurés pour prendre en charge le trafic en temps réel, comme la voix et la vidéo, et ce, séparément du trafic des autres données. Dans la conception d'un réseau bien pensé, le trafic est classifié de manière précise en fonction des priorités. En fin de compte, l'objectif dans la conception de réseau, quelle que soit la taille, c'est d'améliorer la productivité des employés et réduire le temps d'indisponibilité du réseau. Sur la figure, on peut voir que la plus basse priorité est allouée à FTP, ce qui fait du sens, car des petites variations dans le transfert d'un fichier, ça ne va pas vraiment affecter l'expérience de l'usager. Comparativement à des variations durant une conversation téléphonique ou une vidéoconférence, là, on pourrait avoir une insatisfaction au niveau de l'usager. Donc, c'est pourquoi, par exemple, le Voice over IP se retrouve tout le temps, en fait, dans les hautes priorités. L'utilité du réseau dépend des applications qu'il supporte. Il existe deux types de programmes ou processus logiciels qui permettent d'accéder au réseau: les applications de réseau et les services de couche application. Dans les applications réseau, on retrouve les logiciels qui permettent aux utilisateurs de communiquer sur le réseau. Certaines applications destinées à l'utilisateur final sont orientées réseau, c'est-à-dire qu'elles implémentent des protocoles de couche application et sont capables de communiquer directement avec les couches inférieures de la pile de protocoles. De bons exemples seraient l'application de messagerie ou les navigateurs web. En ce qui est des services, donc,
D'autres programmes peuvent nécessiter l'assistance des services de couche application. Par exemple, le transfert de fichiers, la mise en file d'attente de tâches d'impression réseau. Ce serait des exemples où une application qui n'est pas nécessairement réseau, comme par exemple un éditeur de texte, a besoin d'un service d'application réseau. Bien que c'est transparent pour l'utilisateur, les services préparent les données à transférer, qu'il s'agisse de texte, de graphiques ou de vidéos. Pour obtenir ce type de données à partir d'un réseau ou d'Internet, ça nécessite différents services réseau pour être correctement préparés puis être traités par les fonctions qui vont s'exécuter au niveau inférieur du modèle OSI. Chaque application ou service réseau utilise des protocoles qui définissent des normes et des formats de données à utiliser. Sans ces protocoles, le réseau n'aurait aucune méthode pour formater et échanger les données. Pour comprendre le fonctionnement des divers services du réseau, c'est donc nécessaire de comprendre ces protocoles. Sous Windows, vous pouvez utiliser le gestionnaire des tâches pour afficher les applications, les processus, les services qui sont actuellement en fonction sur le PC. Donc, la figure vous montre un exemple qu'on pourrait obtenir à l'aide de le gestionnaire de tâches. Une grande partie du travail des techniciens relève des protocoles de réseau en lien avec les services et les applications qui sont utilisées par les employés de l'entreprise. La figure illustre les principaux types de serveurs rencontrés sur les réseaux des entreprises. Pour chacun des serveurs, les protocoles réseau vont définir les processus sur l'une des extrémités d'une session de communication, les types de messages, la syntaxe des messages, la signification des champs informatifs, la manière dont les messages sont envoyés et la réponse va être attendue, l'interaction avec la couche du niveau juste en dessous. Plusieurs entreprises utilisent autant que possible des versions sécurisées des protocoles. Il s'agit des protocoles HTTPS, SFTP et SSH. Le premier serveur, c'est un serveur DNS. Donc, le serveur DNS, c'est un service qui retourne l'adresse IP numérique d'un nom de domaine particulier. Donc, naturellement, nous, on va rentrer, par exemple, Google, puis lui, il va nous donner l'adresse IP d'un serveur qui est à proximité. Le serveur SSH, c'est un service qui va nous permettre de communiquer de façon distante avec des équipements, mais de façon chiffrée. Contrairement, par exemple, à Telnet, qui est une façon de communiquer à distance, mais qui n'est pas chiffrée. Donc, on voit en clair les données qui sont échangées. Le serveur de messagerie, dans ce cas-ci, non seulement on est du côté serveur, donc il va utiliser SMTP pour recevoir les messages des clients et il va utiliser POP ou IMAP pour transmettre les messages vers les clients. Le serveur DHCP, qui est un service qui va assigner une adresse IP à un client, donner le masque de ce réseau, donner le numéro, l'adresse IP de la passerelle par défaut et d'autres informations comme par exemple le serveur DNS. Le serveur web qui va utiliser HTTP ou HTTPS pour afficher des sites web. Le serveur FTP, qui est un service qui permet de télécharger des fichiers entre un client et le serveur. Depuis quelques années, et particulièrement en ce moment, les entreprises utilisent les applications de vidéoconférence, la téléphonie IP, que ce soit pour communiquer avec les clients, les partenaires commerciaux ou pour des groupes de travail. C'est un type d'application qui devient essentiel. L'administrateur réseau, vous, devez vous assurer que l'équipement approprié est installé dans le réseau et que les périphériques réseau sont configurés pour assurer une qualité de service. Au niveau de l'infrastructure, il faut donc avoir la capacité de prendre en charge des applications en temps réel existantes et à venir. Donc, si on prend un exemple, après mars 2020, une entreprise qui se contentait de satisfaire aux besoins présents a certainement regretté sa stratégie. Donc, en plus de devoir satisfaire à des demandes accrues, ils ont dû procéder à des acquisitions puis des installations dans un contexte où il y a réduction de services, pénurie d'équipements, donc, puis des contraintes aussi pour justement la gestion de l'entreprise. Probablement que certaines des entreprises qui ne survivront pas auraient eu une chance de passer à travers si leur infrastructure était prête pour ce type d'augmentation de la demande.
Cette infrastructure doit être compatible avec les caractéristiques de chaque type de trafic. Le concepteur du réseau doit s'assurer que le câblage et les commutateurs peuvent et pourront prendre en charge le trafic du réseau. C'est important de se rappeler que le câblage, dans certains cas, n'arrive pas à suivre. Donc, il va falloir s'assurer que la catégorie est suffisante pour le débit qu'on veut passer à travers. Les périphériques, Voice over IP, VoIP, convertissent les signaux analogiques en paquets IP numériques. Le périphérique peut être un adaptateur de téléphone analogique, qu'on appelle ATA, et disposé entre un téléphone analogique classique et le commutateur Ethernet. Une fois que les signaux sont convertis en paquets IP, le routeur achemine les paquets entre les emplacements correspondants. La Voice over IP est beaucoup moins onéreuse que les solutions intégrées de téléphonie IP, mais la qualité des communications ne répond pas aux mêmes normes. Les solutions de voix et vidéo sur IP pour les petites entreprises peuvent par exemple faire appel à Skype et à des versions non professionnelles, par exemple de WebEx, ou ça peut être Zoom, ça peut être Teams, mais naturellement, on connaît la qualité de ce type de communication. Dans le cas de la téléphonie IP, le téléphone IP effectue lui-même la conversion de la voix vers les paquets IP. Dans les réseaux équipés d'une solution intégrée de téléphonie IP, aucun routeur compatible avec les services de voix n'est nécessaire. Les téléphones IP utilisent un serveur dédié pour le contrôle des appels et la signalisation. De nombreux fabricants proposent désormais des solutions de téléphonie IP dédiées pour les réseaux des petites entreprises. Du côté des applications en temps réel, le réseau doit être en mesure de prendre en charge les applications sensibles au retard d'acheminement pour transporter efficacement les flux de médias en continu. Les protocoles RTP, Real-Time Transport Protocol, et RTCP, Real-Time Transport Control Protocol, répondent tous deux à cette exigence. Donc, les protocoles RTP et RTCP permettent de contrôler les ressources réseau avec le support des mécanismes de la qualité de service. Donc, ces mécanismes de qualité de service offrent des outils qui permettent de réduire les problèmes de latence des applications RTCP. Ils permettent aussi l'évolutivité des ressources, ce qui est un facteur important à considérer dans la conception d'un réseau. La vitesse de croissance des PME varie selon la gestion de l'entreprise et le secteur d'activité. Dans tous les cas, leur réseau doit suivre et anticiper cette croissance. Dans un monde idéal, l'administrateur réseau a suffisamment de temps pour prendre des décisions réfléchies concernant l'expansion du réseau en fonction de la croissance de l'entreprise. Dans le monde réel, il faut être un petit coup en avance. Pour faire évoluer un réseau, il y a plusieurs éléments qui sont nécessaires. La documentation du réseau. Il faut documenter la topologie physique et logique du réseau actuel et aussi les modifications qu'on veut implanter. Avoir un inventaire des équipements, donc une liste des périphériques qui utilisent et constituent le réseau actuellement. Un budget bien établi, donc avoir un budget informatique détaillé qui comprend le budget annuel qui est alloué à l'achat de matériel. L'analyse du trafic. Donc, observer et documenter les analyses du réseau. La documentation va faire ressortir les tendances et les pointes de la demande. Vous saurez aussi c'est quoi la variation dans la demande. Ça va vous permettre d'anticiper les besoins futurs. Puis en plus, ça va vous permettre de valider que votre installation actuelle a satisfait aux besoins de la demande actuelle. Parlant d'analyse de protocole, pour gérer efficacement un réseau, c'est important de connaître le type et la densité de trafic qui circule sur le réseau. Pour connaître les types de trafic, vous pouvez utiliser un analyseur de protocole comme l'application Wireshark. Pour déterminer les modèles de flux de trafic présents sur le réseau, il faut observer les points suivants. Capturer le trafic pendant les périodes de pointe pour obtenir une représentation juste des différents types de trafic. Effectuer la capture sur différents segments du réseau, certaines parties du trafic pouvant être locales à un segment spécifique. Les informations collectées par l'analyseur de protocole sont évaluées en fonction des sources et destinations ou du type de trafic. L'analyse peut ensuite être utilisée pour déterminer comment améliorer la gestion du trafic. Pour améliorer la gestion du trafic, il peut être nécessaire de réduire les flux de trafic inutiles ou même de modifier les modèles de flux, par exemple en déplaçant un serveur. Parfois, le fait de déplacer le serveur
ou un des services vers un autre segment du réseau va permettre d'améliorer les performances du réseau et de répondre aux besoins qui sont croissants de ce type de trafic. Dans d'autres cas, ça va prendre une intervention plus radicale, comme par exemple refaire complètement le réseau. La figure montre une capture d'écran des statistiques de hiérarchie des protocoles dans Wireshark. Donc, on avait déjà vu ça dans les chapitres précédents. L'administrateur réseau doit non seulement connaître l'évolution des tendances du trafic, mais également l'évolution de l'utilisation du réseau. Comme on peut voir sur la figure, un administrateur de petits réseaux a la possibilité d'obtenir des genres d'instantanés informatiques relatifs à l'utilisation des applications sur les hésitations des employés au fil du temps. Les instantanés comportent généralement les informations suivantes: le système d'exploitation, la version du système d'exploitation, les applications non réseau, des applications réseau, l'utilisation du CPU, l'utilisation du disque dur, l'utilisation de la mémoire RAM. Ces informations permettent à l'administrateur réseau de suivre l'évolution des besoins des protocoles et des flux de trafic en action. Donc, il pourra ainsi ajuster l'allocation des ressources en fonction des besoins. La sécurité du réseau. Type de menace. Peu importe qu'ils soient filaires ou sans fil, les réseaux occupent une place importante dans le quotidien des utilisateurs. Les entreprises et les travailleurs dépendent du bon fonctionnement des ordinateurs et des réseaux. Une intrusion peut causer des pannes et donc des pertes de productivité qui peuvent affecter la rentabilité de l'entreprise ou du travailleur. Certaines attaques informatiques peuvent être catastrophiques. Certaines peuvent résulter dans la perte de temps et d'argent parce que des informations sensibles sont volées ou des ressources importantes sont endommagées. Les pirates exploitent normalement les failles logicielles. Ils vont lancer des attaques matérielles brutes où ils devinent l'identifiant et le mot de passe d'un utilisateur. Ils utilisent parfois des stratagèmes comme de faux sites ou services où ils vont collecter des informations. Des enquêtes montrent que plusieurs utilisateurs utilisent le même mot de passe sur plusieurs sites et que certains de ces utilisateurs utilisent même sur des sites non fiables le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que l'entreprise. Une fois que le pirate a accédé au réseau, il y a 4 types de menaces possibles. Le vol d'informations fait normalement suite à l'accès non autorisé d'un ordinateur ou une base de données afin d'obtenir des informations confidentielles. Ça peut être des plans d'affaires, des appels d'offres, des listes de clients, des données sensibles sur des personnes ou des entreprises, des résultats de travaux de recherche aussi. Bref, tout ce que l'entreprise ou le travailleur ne voudrait pas partager avec le grand public. Dans certains cas, comme dans le cas de Desjardins, l'accès était autorisé. Mais là, c'est une autre problématique de sécurité. Une fois les informations récupérées, le pirate peut revendre les données ou les utiliser afin de gagner un avantage concurrentiel. Par exemple, si c'est une entreprise concurrentielle qui a fait le piratage, elle pourrait répondre à un appel d'offres juste un petit peu en dessous de celui de son concurrent, donc, car elle a obtenu les informations détaillées de l'appel d'offres du concurrent. La perte ou la manipulation de données fait aussi normalement suite à un accès non autorisé. La différence, c'est que dans ce cas-là, les données sont modifiées ou même détruites. Par exemple, si un virus cause le formatage d'un disque dur ou si un hacker s'introduit dans la base de données et la supprime ou la modifie. L'usurpation d'identité, ça fait normalement suite au vol d'informations. Donc, par exemple, le vol d'informations bancaires chez Desjardins ou Equifax, qui a mené à l'usurpation d'identité de plusieurs personnes. Les informations sont souvent vendues et utilisées pour faire des demandes de crédit au nom d'une autre personne. Ce type de vol est de plus en plus commun et coûte des milliards à chaque année aux institutions bancaires, mais aussi aux personnes qui sont victimes, car certaines des fraudes ne sont pas couvertes par les assurances. L'interruption de service vise à bloquer l'accès à une ressource, comme un serveur. Donc, un exemple commun, c'est le déni de service, où un pirate va diriger une grande quantité de requêtes vers un serveur. Donc, plusieurs requêtes légitimes peuvent alors ne pas se rendre parce que le trafic généré est si grand que ça va causer le rejet de ces requêtes qui sont légitimes.
Dans certains cas, le trafic généré va être si grand que ça va causer des pannes matérielles du serveur ou des équipements du réseau. Souvent négligée, la sécurité physique d'un réseau peut présenter les mêmes vulnérabilités et causer autant de dommages, sinon plus, dans le cas d'une attaque. Les 4 catégories de menaces physiques sont les menaces matérielles, donc qui visent à endommager ou voler des équipements comme des serveurs, des routeurs, des commutateurs, des ordinateurs ou même le câblage. Les menaces environnementales, donc qui sont l'ensemble des manifestations dues à des variations extrêmes dans l'environnement, qui vont causer des inondations, du verglas, des tempêtes de neige, des orages solaires, des tremblements de terre, et comme on a déjà vu récemment, même les tornades sont maintenant à considérer au Québec. Les menaces électriques, ben, ça va référer aux variations spontanées sur la tension du secteur, ce qui peut arriver, par exemple, lors d'un orage solaire ou si une éclair touche l'installation électrique. Ça peut être aussi l'installation voisine qui, par exemple, active une charge très grande qui va causer une variation importante sur le réseau. Ça peut aussi être une tension trop basse sur le secteur, par exemple si un des transformateurs est défectueux ou si une seule des phases tombe. C'est aussi possible d'avoir une alimentation brutée due à votre machinerie ou celle d'un voisin. Donc, finalement, il y a aussi la panne de courant pure et simple. Les menaces liées à la maintenance vont faire référence à une mauvaise manipulation des composants électroniques principaux, par exemple suite à une décharge électrostatique. L'absence de pièces de rechange, le câblage de mauvaise qualité ou d'une catégorie inférieure aux besoins, ça peut être aussi un mauvais étiquetage ou un étiquetage qui n'aide pas, donc sur les câbles. Certains des problèmes doivent être traités par une stratégie organisationnelle. Sur la figure, on peut voir un aménagement du local des équipements de réseau qui demande 2 accès et de passer devant le bureau du centre d'assistance. Donc, comme on a vu dans le cours la sécurité physique, en sécurité physique, on pourrait faire beaucoup mieux que ça, mais surtout, on avait vu que la sécurité physique, c'est beaucoup plus qu'un simple aménagement de local. En gestion de réseau, une vulnérabilité informatique est une faille dans la sécurité du réseau. Ça couvre les routeurs, les commutateurs, les stations, les serveurs et même les équipements de sécurité. En général, les périphériques réseau visés par les attaques sont des terminaux comme les serveurs et les stations de travail. Les vulnérabilités ou faiblesses interviennent principalement à 3 niveaux: technologie, configuration et stratégie de sécurité. La vulnérabilité technologique découle des protocoles, des systèmes d'exploitation et des équipements réseau non sécurisés. Plusieurs protocoles qui reposent sur TCP/IP ne sont pas sécurisés. HTTP, FTP, ICMP, SMTP et SNMP ne sont pas sécurisés. Il est possible de sécuriser certains avec SSL. Faiblesse des équipements de réseau. Donc, certains équipements comme les routeurs, les pare-feux, les commutateurs présentent des failles en lien avec les mots de passe, l'authentification, les protocoles de routage et certaines ouvertures dans le pare-feu. Donc, les faiblesses des systèmes d'exploitation. Tous les systèmes d'exploitation ont des failles qui doivent être traitées. Donc, les failles des systèmes d'exploitation sont documentées au CERT. Donc, on peut aller voir sur le site du CERT. Donc, on peut voir que le site est redirigé, mais c'est le bon site. Donc, plus bas ici, on peut voir une petite explication de la division du CERT. Qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est intéressant, c'est peut-être d'aller voir des études de cas, d'aller voir aussi des récentes vulnérabilités. Donc, on va dans plus de vulnérabilités. Là, on se ramasse sur le site que je cherchais. Donc, à l'intérieur de ça, on peut faire une recherche. On peut chercher par rapport à notre vendeur. Donc, par exemple, on pourrait chercher des failles Cisco 2020. Là, ici, vous avez une suite de failles par rapport à des équipements Cisco en 2020. Donc, si on va voir à l'intérieur, on a une petite description de c'est quoi la vulnérabilité en question. Des fois, il y a des éléments qui sont plus détaillés. Les impacts possibles sont écrits. Et normalement, il y a une solution. Donc, dans ce cas-ci, on nous dit de contacter pour avoir de l'aide. Mais dans d'autres cas, on a un descriptif, là, par exemple, faire une mise à niveau de tel système.
Si on fait une recherche là, sur Microsoft, on risque d'avoir plus d'aide. Donc ici, par exemple, on va aller voir celui-là. Donc, même chose, on a un petit survol de c'est quoi le problème, la description, les impacts possibles, puis les diverses solutions là, sont un petit peu plus détaillées. Donc, c'est important de consulter ce genre de site-là de façon sporadique pour se tenir au courant et être à jour là, au niveau de toutes les vulnérabilités qu'il pourrait y avoir dans nos systèmes d'exploitation. Donc, ils ne viendront pas cogner à votre bureau le lundi matin pour vous informer des failles et vous aider comment les solutionner. Donc, il va falloir que vous fassiez vous-même l'effort de vous tenir au courant. Les vulnérabilités de configuration, donc les comptes utilisateurs non sécurisés. Donc, les données liées aux comptes utilisateurs peuvent être transmises de façon non sécurisée sur le réseau. Par exemple, il peut être possible d'intercepter des noms d'utilisateurs et même des mots de passe si la configuration n'est pas bien sécurisée. Un autre problème de configuration, ça serait des comptes système avec des mots de passe trop faciles. Donc, si par exemple les règles de mots de passe sont trop permissives, les mots de passe choisis sont faciles à deviner ou faciles à briser avec une attaque. Les services Internet mal configurés. Donc, Internet, c'est une niche à faille. Un exemple courant, c'est le JavaScript sur plusieurs sites qui permet des attaques par script sur des sites non fiables ou mal sécurisés. Donc, dans certains cas, le site, c'est un site bien intentionné, mais qui était mal sécurisé, qui devient lui-même un site qui fait des attaques. Évidemment, si les terminaux ou les services comme FTP sont mal configurés, le réseau devient une cible facile. Les paramètres par défaut non sécurisés dans certains logiciels. Donc, un grand nombre de produits logiciels ont des paramètres de configuration par défaut qui génèrent des failles de sécurité. C'est important de les adresser. Les équipements de réseau mal configurés. Donc, les erreurs de configuration du matériel peuvent ouvrir des failles importantes dans la sécurité d'un réseau. Par exemple, une mauvaise gestion dans les listes d'accès, une mauvaise configuration des protocoles de routage ou une mauvaise configuration du SNMP peuvent exposer le réseau ou des parties de réseau qui doivent être sécurisées. L'absence de stratégie de sécurité. Donc, une stratégie de sécurité non écrite ne peut pas être appliquée ni respectée de manière cohérente. La politique interne. C'est commun de voir des rivalités entre certains départements. Dans certains cas, cette rivalité-là peut nuire à la mise en place de notre plan de sécurité. Le manque de continuité dans l'authentification. Plusieurs organisations n'ont pas de règles strictes sur les mots de passe. Les mots de passe qui sont mal choisis ou faciles à trouver vont simplement conduire à des accès non autorisés sur le réseau. Le contrôle des accès logiques non appliqués. Donc, plusieurs gestionnaires de réseau ne surveillent pas suffisamment ou carrément pas du tout l'utilisation du réseau. C'est un problème important qui peut nuire aux performances, mais aussi causer des pertes de contrats et même des recours judiciaires. Par exemple, si un employé de l'entreprise utilise l'équipement de l'entreprise pour effectuer une fraude qui pourrait être détectée sans la négligence du responsable du réseau, l'entreprise pourrait être tenue responsable. L'absence d'un plan de reprise des activités après sinistre. Donc, c'est essentiel d'avoir un plan de reprise pour divers scénarios d'interruption. Que ce soit pour une inondation, une panne prolongée, un incendie ou une attaque informatique, sans plan de reprise, la sécurité du réseau est exposée durant la confusion qui va suivre et pendant l'événement. L'installation de logiciels et de matériel et les modifications non conformes à la stratégie de sécurité. Encore une fois, plusieurs gestionnaires de réseau négligent de mettre en place une surveillance de la topologie du réseau, ce qui laisse place à l'installation non autorisée d'équipements non sécurisés. Par exemple, un employé pourrait installer un routeur sans fil pour une raison XY. Le niveau de sécurité du réseau tombe alors à celui du routeur qui vient d'être installé. Dans le meilleur des cas, il y aura une sécurité. Dans le pire, il n'y aura même pas de sécurité sur le routeur sans fil. Il y a aussi l'installation des logiciels par les employés qui pourraient ouvrir des failles, ou pire encore, contenir des malwares. Parlant de malware, donc un malware, c'est un programme qui est dit malveillant. C'est un code ou un logiciel spécialement conçu pour endommager, perturber ou effectuer une action non désirée sur les données, les stations, les équipements de réseau ou même certaines composantes. Les virus, les vers, les chevaux de Troie sont des exemples de logiciels malveillants.
Un virus informatique est un type de programme qui se propage en insérant une copie de lui-même dans un autre programme. Il se transmet ensuite d'un ordinateur à l'autre. Les effets des virus peuvent aller jusqu'à la destruction des données. Donc, c'est possible aussi pour certains virus de provoquer une panne par déni de service. Normalement, les virus sont attachés à un fichier exécutable ou une macro. Donc, il faut, en général, exécuter le programme infecté pour l'activer. Dans certains cas, les applications semblent fonctionnelles et l'utilisateur ne se rend compte de rien. Souvent, l'ordinateur continue de fonctionner même s'il est infecté. Dans d'autres cas, plus rares, l'infection attaque le système d'exploitation et le système s'arrête. L'utilisateur obtient un bel écran bleu et redémarre et ensuite plus rien. En général, ils sont plus subtils. Ils vont profiter de leur furtivité pour faire des copies d'eux-mêmes et infecter d'autres ordinateurs et ainsi faire plus de dégâts. Les vers informatiques ressemblent un peu aux virus, donc ils font des copies fonctionnelles d'eux-mêmes et peuvent causer le même type de dommages. La différence avec les virus, c'est qu'ils sont autonomes et ne requièrent pas de programme d'accueil ou d'intervention humaine pour se propager. Un ver n'a pas besoin de s'attacher à un fichier pour infecter un ordinateur. Donc, ils vont utiliser des failles dans les fonctionnalités du système pour se propager sur le réseau. Le cheval de Troie, ça fait référence au cheval de bois que les Grecs avaient utilisé pour s'introduire dans la ville de Troie. Il s'agit d'une partie de code qui présente une apparence tout à fait légitime. Les utilisateurs sont généralement trompés et les chargent en les exécutant sur leur système. Une fois activé, il peut réaliser un certain nombre d'attaques contre l'autre, comme irriter l'utilisateur en ouvrant des fenêtres impestives ou en modifiant le bureau de l'ordinateur. Ou encore, ils peuvent endommager l'autre en supprimant des fichiers, prendre des données ou activer et propager d'autres programmes malveillants comme des virus. Les chevaux de Troie sont également connus pour créer des ouvertures dans la sécurité, ce qui permet à des pirates d'accéder au système à l'insu de l'utilisateur. Les chevaux de Troie ne se reproduisent pas, ce qui est différent des virus et des vers. Donc, ils se propagent par le biais de l'interaction avec l'utilisateur, par exemple, lorsque l'utilisateur ouvre une pièce jointe ou qu'il télécharge et exécute un programme sur Internet. En plus des attaques de programmes malveillants, les réseaux peuvent également être la cible de différents types d'attaques de réseau. Donc, les attaques de réseau peuvent être classées en trois catégories principales. Les attaques de reconnaissance, qui consistent en la découverte et le mappage non autorisé des systèmes, des services ou vulnérabilités. Les attaques par accès, qui regroupent la manipulation non autorisée des données, les accès au système ou les privilèges d'un utilisateur non autorisé. Les attaques par déni de service, qui visent à la désactivation ou la corruption des réseaux, les systèmes ou les services d'une organisation. Dans les attaques de reconnaissance, des pirates peuvent utiliser des outils comme NSLookup ou Wiz pour obtenir des adresses IP attribuées à une organisation. Donc, une fois les adresses IP connues, le pirate peut lancer des requêtes ping pour déterminer celles qui sont actives. Pour automatiser cette étape, le pirate peut simplement utiliser un outil de balayage comme fping ou gping qui envoie systématiquement des requêtes ping vers toutes les adresses réseau des plages spécifiées. Ça correspond à appeler tous les numéros du bottin téléphonique et vérifier si une personne va répondre. Après avoir confirmé les adresses en fonction, il peut utiliser des utilitaires comme Nmap pour obtenir la liste des ports qui sont ouverts. Les attaques par accès visent les vulnérabilités des services d'authentification, les services FTP et certains services web dans le but d'accéder à des comptes web, des bases de données ou des informations sensibles. On considère tout accès non autorisé à des informations comme une attaque par accès. Il existe 4 types d'attaques par accès. Les attaques de mots de passe peuvent être une attaque par force brute où les mots de passe sont testés à partir d'une librairie de mots de passe communs. Ça peut être aussi l'insertion d'un programme espion ou on peut aussi utiliser l'analyse des paquets, par exemple des paquets Telnet. L'exploitation de la confiance consiste à utiliser un système qui comporte une sécurité plus faible que la cible, mais qui est en lien avec la cible. Donc, une fois pénétré, le pirate procède à l'attaque du système cible à partir du système de confiance. Donc, l'exemple du routeur ajouté avec un niveau de sécurité plus faible,
ça serait une belle cible dans ce cas-ci. Redirection de port est une attaque où le pirate exploite un logiciel installé sur un port infecté pour attaquer une cible via un autre port. L'attaque de l'homme du milieu, Man in the Middle, c'est une attaque où le pirate s'introduit dans le chemin des messages et intercepte ainsi les paquets entre deux autres. Donc c'est une attaque classique et fréquente dans les endroits publics. Les attaques par déni de service visent à perturber les opérations normales d'un service en empêchant les utilisateurs d'y avoir accès. Le principe vise à générer un volume de requêtes si important que ça sature la bande passante ou les mémoires tampons, ce qui peut planter la ressource cible ou provoquer beaucoup de refus de requêtes légitimes à cause de la saturation de la bande. Les attaques par déni de service sont les plus médiatisées et sont probablement les attaques les plus difficiles à éliminer. Le problème, c'est que c'est une attaque super simple à mettre en œuvre. En fait, c'est tellement simple que c'est une attaque qui est non valorisée par les groupes de pirates car elle est considérée comme trop facile. Ça reste quand même très fréquent, justement parce que c'est simple, et c'est un problème dont il faut absolument tenir compte. La plus connue des attaques est sûrement le ping fatal, qui consiste à envoyer des pings volumineux ou mal formatés en très grande quantité vers la cible. Donc, on a fait une petite démonstration dans le cours de sécurité, puis avec une seule station attaquante, j'arrivais à faire plus de 100 mégabits par seconde de trafic généré. Dans certains cas, ça serait suffisant pour causer une panne. Le SYN flood, c'est un peu la même chose que le ping, mais avec des requêtes SYN du protocole TCP, ce qui provoque des réponses SYN-ACK du serveur en grand volume. Mais dans ce cas-ci, l'attaquant ne répond pas à la demande SYN du serveur, ce qui va laisser le serveur occupé. Les requêtes légitimes sont éventuellement noyées et ignorées par le serveur qui est occupé avec les fausses demandes. Dans une attaque par déni de service distribué, qu'on appelle DDoS, le pirate utilise plusieurs sources pour attaquer simultanément la même cible. Les sources multiples sont normalement des hôtes qui sont infectés et qui sont contrôlés par le pirate. Donc, on appelle ces hôtes infectés des zombies. Le grand volume des requêtes en provenance des sources multiples rend plus compliqué le filtrage. Donc, normalement, si on voit une attaque qui est faite à partir d'une adresse IP précise, on peut éventuellement la limiter et l'arrêter. Le problème, c'est quand ça vient de plusieurs sources différentes, c'est plus compliqué à filtrer. Donc, le grand volume des requêtes en provenance des sources multiples rend plus compliqué le filtrage et souvent le débordement devient inévitable. L'attaque Smurf elle ressemble un peu à la DDoS dans le sens où elle utilise plusieurs sources vers une cible, mais c'est un petit peu plus subtil. Donc, la première étape va consister à déterminer l'adresse IP de la cible. Ensuite, le pirate envoie un maximum de paquets ICMP, donc des requêtes ping, vers les adresses de diffusion avec pour adresse source l'adresse de la cible. Donc, si les routeurs permettent les paquets ICMP, les autres du réseau prennent le rôle de zombies et se mettent à retourner des réponses simultanées vers la cible, ce qui va saturer le réseau. Les effets, ça peut aller du ralentissement jusqu'au crash du système par débordement. Pour se protéger efficacement des attaques réseau, il faut commencer par se tenir informé sur les menaces et les failles de sécurité. Donc, il faut mettre à jour les logiciels antivirus et les bases de données qui ajoutent en continu des paramètres pour détecter les nouveaux malwares. C'est aussi important, même si c'est dérangeant, de faire les mises à jour de sécurité des systèmes d'exploitation. Donc, il faut aussi s'informer et appliquer les correctifs sur tous les systèmes et toutes les vulnérabilités qu'on a détectées. Par exemple, en suivant les informations disponibles sur le site du CERT. Dans un contexte réaliste, l'administration d'un grand parc informatique implique souvent l'utilisation d'une image logicielle standard qui est déployée sur les systèmes nouveaux ou lors d'une mise à jour. C'est important de s'assurer que les images incluent les correctifs de sécurité et les systèmes déployés sont mis à jour. Pour faciliter la gestion des correctifs critiques, c'est aussi possible de centraliser un serveur de gestion des correctifs. Donc, le serveur va faire l'installation automatique des correctifs sur les stations du réseau. Les services de sécurité qui gèrent l'authentification, les autorisations et les comptes permettent
de mettre en place un contrôle d'accès sur les périphériques réseau. Ils servent à contrôler les utilisateurs qui sont autorisés à accéder à un réseau et à administrer les droits qu'ils ont une fois connectés au réseau, en plus de suivre les actions qu'ils exécutent sur le réseau. Le concept des services d'authentification, d'autorisation et de gestion des comptes est comparable à l'utilisation d'une carte de crédit. Donc, c'est ce qu'on voit sur la figure. Donc, le concept de la carte de crédit. Donc, la carte qui va identifier qui est autorisé à utiliser la carte, combien l'utilisateur peut dépenser et il va conserver en mémoire les transactions, malheureusement pour nous à la fin du mois. Les pare-feux, c'est l'un des outils de sécurité les plus efficaces pour protéger les réseaux contre les menaces qui sont externes. Un pare-feu de réseau va se trouver entre deux réseaux ou plus et contrôler le trafic entre ceux-ci et empêcher les accès non autorisés. Les pare-feux basés sur les autres sont installés sur les stations. Les pare-feux emploient diverses techniques pour déterminer les accès autorisés à un réseau ou les accès à interdire. Le filtrage de paquets interdit ou autorise l'accès selon l'adresse IP ou MAC. Le filtrage des applications va interdire ou autoriser l'accès à diverses applications spécifiques en fonction des numéros de port qui sont utilisés. Le filtrage d'URL va interdire ou autoriser l'accès à des sites Web en fonction de l'URL ou des mots-clés spécifiques. Le filtrage dynamique des paquets, SPI pour Stateful Packet Inspection. Dans ce cas-ci, les paquets entrants doivent constituer des réponses qui sont légitimes à des requêtes d'hôtes internes. Les paquets non sollicités sont bloqués, sauf s'ils sont expressément autorisés. L'inspection SPI est un mécanisme de sécurité qui peut reconnaître et filtrer certaines attaques spécifiques comme le déni de service. Les pare-feux peuvent prendre en charge une ou plusieurs de ces techniques de filtrage. Les pare-feux peuvent prendre plusieurs formes. Les pare-feux matériels sont des équipements dédiés à l'inspection du trafic. L'avantage de ce type d'équipement, c'est le volume qu'il peut traiter, mais aussi les fonctionnalités qui sont offertes. L'architecture interne consiste en des circuits électroniques dédiés aux fonctions d'inspection, ce qui permet d'inspecter le trafic tout en assurant une bande passante raisonnable. Les pare-feux intégrés se déclinent en deux versions. D'un côté, les versions entreprises offrent des performances égales aux pare-feux matériels en plus d'offrir des fonctions de routage d'un routeur. De l'autre côté, on retrouve des versions résidentielles plus abordables, mais qui naturellement offrent des performances plus modestes et des fonctionnalités de sécurité moins avancées. Certaines versions résidentielles plus haut de gamme offrent quand même de très bonne sécurité et des performances plus que suffisantes pour gérer un bureau à domicile. Les pare-feux sur serveur, appelés proxy firewall, sont une approche différente. Donc, le trafic externe est dirigé vers le serveur qui va analyser en profondeur les paquets. Ce type d'approche est très sécuritaire, mais ça ralentit considérablement le trafic vers l'extérieur. Les applications pare-feu installées sur les stations de travail protègent uniquement la station de travail. Donc, c'est une protection qui est nécessaire, mais c'est super important de comprendre que les pare-feux externes, eux, visent à protéger l'ensemble du réseau. Que l'utilisation du pare-feu Windows ne va pas protéger le réseau. On va protéger uniquement la station. On qualifie de point de terminaison un node ou un système informatique ou un périphérique qui tient lieu de client sur le réseau. Comme le montre la figure, les points de terminaison courants sont des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des serveurs, des téléphones portables, des tablettes. La sécurisation des points de terminaison est l'une des tâches les plus difficiles pour un administrateur réseau car elle implique de prendre en compte le facteur humain. C'est important de mettre en place des stratégies bien documentées et les employés doivent être formés et informés pour qu'elles soient respectées. Les stratégies incluent souvent l'utilisation de logiciels antivirus et la protection des intrusions sur les autres. Des solutions plus complètes de sécurité des points de terminaison reposent en général sur le contrôle d'accès au réseau. Lorsqu'un nouveau système d'exploitation est installé sur un périphérique, les paramètres de sécurité sont définis à l'aide des valeurs par défaut.
Cette situation est problématique et elle présente des risques importants pour la sécurité des équipements. C'est important de modifier les mots de passe et les paramètres par défaut qui peuvent causer ou faciliter des intrusions. C'est aussi important de s'assurer que les stations sont mises à jour et que les correctifs de sécurité sont aussi appliqués. Sur les routeurs Cisco, la fonction Auto-Secure permet de sécuriser le système. On peut voir un exemple dans la figure. D'autres étapes simples permettent d'augmenter la sécurité lors d'une installation. Par exemple, changer les noms d'utilisateurs et les mots de passe par défaut, comme par exemple le classique utilisateur admin sur les routeurs résidentiels. Limiter l'accès aux ressources du système aux personnes autorisées. Désactiver les services et les applications qui ne sont pas nécessaires. Si c'est possible, c'est même préférable de les désinstaller. Souvent, les équipements, même neufs, ont été entreposés pendant un certain temps et les correctifs récents sont naturellement pas installés. Donc, c'est important de mettre à jour les logiciels et d'installer les correctifs de sécurité avant la mise en service de l'équipement. Pour protéger les périphériques réseau, c'est important d'utiliser des règles de mots de passe complexes. Voici quelques exemples de règles de mots de passe à utiliser. Utilisez un mot de passe d'au moins 8 caractères. Plus le mot de passe est long, plus il est difficile à briser avec une attaque de force brute. Exigez une combinaison des majuscules, minuscules, des nombres et même des symboles si c'est supporté par votre système. Évitez de répéter un même mot ou d'utiliser des mots communs du dictionnaire. Évitez aussi les suites de lettres comme QWERTY ou les séries de nombres comme le classique 1, 2, 3, 4. Interdisez les noms d'utilisateurs, les noms des membres de famille ou d'animaux domestiques. Même chose pour les informations personnelles comme les dates de naissance, les numéros d'identification, l'adresse, le numéro de téléphone. Une bonne pratique, c'est d'ajouter des fautes d'orthographe si vous avez décidé d'utiliser des mots, d'autoriser des mots. Modifiez régulièrement les mots de passe. Donc, c'est agaçant, mais ça limite les dégâts si un mot de passe d'une personne est piraté à l'insu de tout le monde. Au moins, au moment du changement de mot de passe, le pirate va perdre ses accès. Ne pas écrire les mots de passe sur des bouts de papier placés en évidence sur le bureau ou autour de l'écran. L'idéal, c'est d'utiliser des séries de nombres et de lettres et des symboles qui n'ont pas de signification. On peut voir deux exemples de ces mots de passe en vert dans l'illustration. Donc, dans un des cas, il y a même un espace dans le mot de passe. Donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas supporté par tous les logiciels. Les mots de passe forts sont efficaces uniquement s'ils sont secrets. Donc, la commande de configuration globale Service Password Encryption empêche les personnes de consulter les mots de passe en clair dans le fichier de configuration. Pour garantir la longueur minimale de tous les mots de passe configurés, vous pouvez utiliser la commande Security Password Minlen qui permet de spécifier le nombre de caractères minimal des mots de passe sur le périphérique. Les pirates peuvent également obtenir les mots de passe par une attaque par force, en essayant plusieurs mots de passe jusqu'à ce que l'un d'entre eux fonctionne. C'est possible de limiter ce type d'attaque en limitant le nombre de tentatives pour une durée de temps définie. Par exemple, la commande login block for 120 attempt 3 within 60 bloque pour 120 secondes l'accès s'il y a plus de 3 échecs de connexion en moins de 60 secondes. C'est aussi recommandé de définir des délais d'exécution qui déconnectent automatiquement un utilisateur en ligne mais inactif pendant un certain délai. Sur la figure, on peut voir des exemples pour les trois commandes. Donc, la dernière série de commandes démontre l'utilisation de la commande exec timeout. Dans cet exemple, les utilisateurs inactifs pour 10 minutes via une connexion distante seront automatiquement déconnectés. Activer SSH. Donc, on sait que le protocole Telnet n'est pas sécurisé parce que les données qu'il transporte ne sont pas chiffrées. C'est pourquoi on recommande normalement d'activer SSH pour les connexions distantes sur les périphériques réseau. Pour activer SSH sur les équipements Cisco, il faut réaliser 4 étapes. Première étape, s'assurer que le périphérique a un nom configuré. Ensuite, spécifier le nom de domaine du réseau à l'aide de la commande IP domain name à partir de la configuration globale.
Étape 2, il faut générer les clés secrètes qui vont permettre de chiffrer le trafic SSH. Pour générer les clés, il faut utiliser la commande CryptoKeyGenerate RSA General Keys, toujours en configuration globale. Bon, le détail du fonctionnement de cette commande-là n'est pas vu dans ce cours-ci. L'idée, c'est que la taille de la clé peut varier et que plus la clé est grande, plus la communication est sécurisée. La commande présentée utilise une clé de 1024 bits, ce qui est le minimum recommandé. Étape 3, il faut ajouter un nom d'utilisateur dans la base de données locale. La commande est username suivi du nom de l'utilisateur. Et comme paramètre supplémentaire, le mot de passe précédé de secret. Le mot secret va permettre de chiffrer le mot de passe dans les fichiers de configuration. La dernière étape consiste à activer les sessions SSH entrantes à l'aide des commandes login local et transport input SSH dans la configuration des lignes VTY. Le routeur est alors accessible à distance uniquement au moyen de SSH. La figure présente un exemple des 4 commandes des 4 étapes. Donc, dans cette première partie, on a donc vu la conception des réseaux, les périphériques d'un petit réseau, les applications et protocoles des réseaux de petite taille, l'évolution vers les plus grands réseaux, la sécurité des réseaux, les menaces, les failles de sécurité, les attaques de réseau, les méthodes pour réduire les risques des attaques et finalement, on a vu la sécurité des appareils. La prochaine section du chapitre 11 est présentée dans une autre vidéo. Vous pouvez maintenant commencer à essayer de faire le quiz en lien avec cette vidéo-là et les activités qui sont recommandées et identifiées sur le site du cours.